Salut à tous, c'est The Process Trader et bienvenue dans cette troisième vidéo de la formation Climb. Alors dans la vidéo précédente, on a appris à lire un graphique en chandelier japonais et on a posé les bases de la structure du marché. Aujourd'hui on va aller un peu plus loin et essayer de lier les deux premiers points pour comprendre l'aspect graphique et la variation du prix. On va donc chercher à mettre en relation les mécanismes de marché qui lient les acheteurs et les vendeurs avec les mécanismes de liquidité et le principe de l'offre et de la demande. Grâce à cette vidéo, tu vas enfin comprendre comment et pourquoi le prix bouge. Alors comme expliqué dans la vidéo précédente, un marché est le lieu de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. C'est donc l'endroit où va se rencontrer l'offre, les vendeurs, avec la demande, les acheteurs. De manière générale, les vendeurs vont chercher à tirer les prix vers le haut et les acheteurs vont toujours chercher à acheter au prix le plus bas. On comprend donc, en partant de ce principe, rapidement que s'il y a beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, alors le prix va naturellement augmenter, puisque l'offre va être supérieure à la demande. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, j'expliquais qu'un marché est soit en phase d'expansion haussière, soit d'expansion baissière, soit en range. Eh bien, on comprend donc que les phases d'expansion haussière sont causées par un surplus d'acheteurs relativement aux vendeurs, et inversement pour les phases baissières. Lorsque le prix est à l'équilibre, dans un range, les acheteurs sont globalement équilibrés avec les vendeurs, tout simplement. C'est-à-dire que l'offre est égale à la demande. Pour prendre un exemple concret et assez parlant, on peut imaginer que Apple sorte un nouvel iPhone, l'iPhone 18, en seulement 2000 exemplaires. À ce moment-là, sachant que la demande en iPhone 18 va être très élevée, comme d'habitude, Apple va pouvoir se permettre d'augmenter ses prix et passer même à 2500 $, puisqu'il sait que même à 2500 $, ces 2000 exemplaires d'iPhone 18 seront vendus. Simplement car l'offre en iPhone à 2000 exemplaires est largement inférieure à la demande en iPhone de manière générale. Inversement, si l'iPhone 18 sort en 8 milliards d'exemplaires, ils vont avoir du mal à tous les écouler. Donc évidemment, ils ne vont pas faire cette erreur stratégique. Cependant, rien qu'hypothétiquement, on imagine bien qu'ils vont essayer de faire baisser les prix de l'iPhone de manière à en vendre plus. Donc, si l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse, et inversement, si la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. Maintenant, sur un marché financier tel qu'on va le trader, nous, sur le marché du Forex, il faut comprendre les mécanismes de marché de base qui font que le prix va effectivement bouger. Alors, il faut savoir que sur le marché, il y a deux grandes forces, c'est-à-dire deux grands types d'acteurs. Par là, je ne veux pas désigner simplement les acheteurs ou les vendeurs, mais plutôt les acheteurs et les vendeurs agressifs contre les acheteurs et les vendeurs passifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, regarde l'exemple que tu as sous les yeux. Tu as ici des acheteurs passifs et des vendeurs passifs qui vont proposer, prenons l'exemple de tomates pour reprendre l'exemple des vidéos précédentes, des tomates à différents prix au kilo et une certaine quantité. Nous avons à gauche les acheteurs passifs qui proposent d'acheter des tomates à ces différents prix et à droite les vendeurs passifs. Pourquoi sont-ils passifs? Car ils exposent leur prix et leur quantité disponible, tel un menu que l'on pourrait lire et sur lequel on pourrait choisir d'acheter ou de vendre ces différentes tomates. D'accord? Donc pour le côté vente, c'est assez intuitif. On peut imaginer un marché de fruits et légumes sur lequel se trouvent différents stands. Un stand proposant 1 kg de tomates à 3 euros le kilo, un stand proposant 2 kg de tomates à 3,10 € le kilo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On comprend bien qu'en tant qu'acheteur, lorsqu'on arrive sur le marché, on a envie d'acheter nos tomates au prix le plus faible. On va se diriger vers quel stand? Vers le premier, celui qui propose le prix le plus intéressant. Une fois que celui-ci n'a plus de stock, hop, on se dirige vers le deuxième, celui qui a le meilleur prix.
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok? Du côté des acheteurs, c'est exactement pareil. Ce sont des acheteurs qui attendent qu'un vendeur se présente avec un prix intéressant. Si un vendeur vient se présenter, il va essayer de le vendre au prix le plus élevé, donc à ce prix-là. Une fois qu'il n'y a plus d'acheteurs à ce prix ici, il va se diriger vers le deuxième acheteur qui propose un prix un peu inférieur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a donc la catégorie d'acteurs passifs qui proposent différentes quantités à différents prix, opposés aux acteurs qui vont être actifs, que j'appelle aussi des acteurs agressifs, qui eux vont venir directement au marché vendre auprès des acheteurs ou acheter auprès des vendeurs au prix disponible à ce moment-là. Voilà, on a donc les acheteurs et les vendeurs agressifs d'un côté qui vont consommer les offres proposées par les acheteurs et les vendeurs passifs. Ces ordres sont donc en attente de preneurs de manière passive. Ils sont à disposition de quiconque souhaite acheter ou vendre un contrat à ce moment-là, ou des tomates dans notre exemple, et ce sont les acteurs agressifs qui vont effectivement acheter ou vendre ces propositions. Et bien sur le marché du Forex, c'est exactement ce mécanisme qui est en jeu. On va appeler les acheteurs passifs le bid et les vendeurs passifs le ask. On aura donc le meilleur prix de vente, le best ask, qui sera à 3 euros le kilo pour nos tomates, et le meilleur prix d'achat, le best bid, qui sera à 2,90. Donc lorsqu'un acheteur agressif va arriver, il va acheter à la best ask, au meilleur prix de vente. Il va acheter la première quantité disponible, boum. Si bien que la best ask va se déplacer, si j'y arrive, hop, et se retrouver un peu plus haut. Le prochain acheteur qui arrive va donc acheter l'actif, donc ici des tomates, à ce nouveau prix. La différence entre ces deux lignes, le meilleur prix de vente et le meilleur prix d'achat, est le spread qu'on retrouve chez nos brokers. Ici, il est de 10 centimes, car la différence entre 2,90 €, le meilleur prix d'achat, et le meilleur prix de vente, qui est à 3 € est de 10 centimes. Mais qu'est-ce qui va faire véritablement bouger le prix du marché? Eh bien, si vous m'avez suivi depuis le début, vous avez compris que ce sont les acteurs agressifs qui vont être déterminants dans les variations du prix. Pourquoi? Eh bien, prenons l'exemple d'un acheteur agressif arrive sur le marché et donc souhaite acheter au meilleur prix. Quel est le meilleur prix actuellement disponible? C'est 3 € le kilo, pour une quantité de 1 kg. Ok, eh bien, cet acheteur-là va donc acheter sa quantité de 1 kg à 3 € le kilo. Il a donc consommé l'ordre passif du vendeur qui n'est désormais plus disponible. L'acheteur suivant arrive et veut acheter au meilleur prix. Quel est le meilleur prix disponible? C'est 3,10 € désormais. Il y en a deux qui sont disponibles. Donc il va en acheter un. Il va donc en rester un en stock, à ce prix-là. L'acheteur suivant arrive, il va en acheter deux. Il va acheter donc au meilleur prix le dernier qui reste à 3,10 € plus 1 à 3,20 € pour satisfaire sa demande de 2. Et voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a donc véritablement une consommation des ordres en attente par les acteurs agressifs, qui consomment les ordres des acteurs passifs. On comprend bien que réciproquement, cela s'effectue de la même façon avec les vendeurs auprès des acheteurs. Sur le marché du Forex, les acheteurs et les vendeurs agressifs sont les acteurs qui pressent directement sur le bouton Buy ou Sell. Ils sont exécutés à ce que l'on appelle le prix du marché, c'est-à-dire le meilleur prix disponible. À l'inverse des ordres limites qui sont eux placés à ces différents niveaux sur le marché et qui seront exécutés plus tard, ou pas si le prix ne vient jamais revisiter ces niveaux.
Donc si on résume la situation sur le marché, on a différents ordres qui sont en attente. C'est ce qu'on va appeler les ordres passifs. Les ordres des acheteurs vont être à des prix inférieurs du prix actuel, et les ordres passifs des vendeurs vont être supérieurs au prix actuel. Et ils vont être tous en attente, c'est-à-dire que si le prix descend, ces ordres-là seront exécutés à ce prix-là. Si le prix remonte, les ordres seront exécutés à la best ask, c'est-à-dire aux prix passifs qui sont en attente à ces niveaux, tout simplement. On comprend donc que ce sont les acheteurs et les vendeurs qui sont agressifs, ceux qui vont appuyer sur les boutons buy et sell, qui vont directement influencer le prix du marché. Ce sont eux qui vont faire fluctuer le prix vers les réserves des ordres passifs en attente. Si on prend un exemple un peu plus concret pour illustrer ces mécanismes. Imaginons que la dernière paire de chaussures que l'on souhaite acheter a été échangée au prix de 100 € sur le marché. Moi, je suis un acheteur compulsif. J'ai envie de cette paire de chaussures plus que tout. Donc je vais aller sur mes sites préférés de vente de chaussures et je vais taper mon modèle. Et je vais prendre la première paire que je trouve au meilleur prix. Imaginons qu'il n'y a aucun vendeur qui vend cette paire à 100 €, mais que le premier vendeur, au prix le plus intéressant, il la vend à 110 €. Moi, c'est comme si j'appuyais sur le bouton acheter, j'ai envie de cette paire de chaussures, je l'achète au premier prix disponible, c'est-à-dire à 110. Eh bien, on comprend donc que en fait, je paye le prix de ma volonté d'avoir l'actif immédiatement. Eh bien, finalement, j'ai accepté de payer un petit peu plus cher pour avoir ma paire de chaussures et être garanti de l'avoir. Parce que si je vois que sur le marché, on me la propose à 110, bah finalement, je peux moi décider de seulement l'acheter à 100. Dans ce cas-là, j'attendrai que quelqu'un me la propose à 100. Mais si ça n'arrive jamais, bah, je n'aurai jamais ma paire de chaussures. Donc finalement, en étant comme ça un acheteur agressif, je paye le prix de la différence et je fais augmenter le prix finalement. Ok. Et bien sur le marché financier, c'est exactement la même chose. Les acheteurs et les vendeurs agressifs passent des ordres directement au marché pour exécuter leurs ordres au meilleur prix disponible. Alors que les ordres en attente, les ordres passifs, sont des ordres que l'on va appeler des ordres limites. Les ordres au marché consomment donc les différents ordres limites qui sont disponibles. Et ce sont eux qui créent la fluctuation du prix. Donc pour résumer, on a les ordres au marché que l'on retrouve ici. Ce sont ceux effectués par les acheteurs et les vendeurs agressifs, tandis qu'on a les ordres limites qui sont effectués par les acheteurs et les vendeurs qui sont passifs, qui mettent à disposition leurs ordres sur le marché. Ok ? Ordre au marché et ordre limite. Et bien quand je rentre en position sur les marchés financiers, le marché du Forex par exemple, je suis exécuté au meilleur prix disponible si j'appuie sur mon bouton Buy ou Sell. C'est-à-dire que je fais un ordre au marché. Là, je suis en position acheteuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'anticipe et j'espère que le prix va aller à la hausse pour en tirer profit. Ok, comment je tire profit du prix s'il va à la hausse? Simplement, je vais revendre plus cher à ce niveau-là, alors que j'ai acheté à ce niveau-là. Ok, donc lorsque je rentre en achat sur le marché, je ressors ici en faisant un ordre de vente. D'accord, j'achète bas, je revends plus haut. Il faut aussi comprendre que si le marché va à la baisse, eh bien pour sortir du marché, comme j'ai acheté, je devrais aussi vendre à cet endroit. Seulement, en haut, je vais vendre, je serai en bénéfice, en gain. En bas, je vais vendre moins cher que ce que j'ai acheté, je serai donc en perte. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce petit schéma, c'est que lorsque je prends une position sur les marchés financiers, je devrais prendre une position inverse pour sortir de ma position. Et finalement, quand je prends une position vendeuse, c'est exactement pareil. Que le prix aille à la hausse ou à la baisse, pour sortir de ma position, je devrais effectuer un acte d'achat. On a des ordres au marché qui sont agressifs et les ordres limites. Et bien quand je rentre en position, je rentre au marché
Et au moment où je rentre au marché, en général, je vais me définir un take profit à cet endroit-là et un stop loss plus bas. Ok? Ici, mon acte de vente, du coup, ce sera mon take profit et ce sera un ordre limite. Ce sera donc une vente limite. De l'autre côté, pour mon stop loss, ce sera également une vente, mais ce sera mon stop loss, c'est-à-dire que je perds de l'argent si celui-là s'il est atteint. Et lui, c'est un ordre stop. Alors, qu'est-ce qu'un ordre stop? Je vous ai parlé des ordres limites et des ordres marché. Il y en a un troisième type, c'est un ordre stop. L'ordre stop est le troisième type d'ordre qui est présent sur le marché. Il s'agit simplement d'un ordre au marché effectué lorsque le prix arrive à ce niveau. Ça diffère un peu de l'ordre limite puisque l'ordre stop va être déclenché à ce prix-là, mais il peut être exécuté un petit peu plus bas puisque c'est un ordre au marché. Là où l'ordre limite va être déclenché pile à la valeur définie à l'avance. Il est donc possible, lorsque l'on rentre en position à l'achat, que lorsque l'on prend un stop loss, on perde un petit peu plus que prévu. C'est un petit détail, retenez juste simplement que lorsqu'on entre en achat sur le marché, on sort en vente. Lorsqu'on entre en vente sur le marché, on sort en achat. Ça va être la clé. Et c'est essentiel à comprendre. C'est pas très compliqué non plus. Mais en fait, ça va vraiment définir nos différentes zones d'intérêt sur le marché. Je vais prendre un exemple concret sur le graphique avec vous. Si à ce prix-là, je décide d'entrer sur le marché, je vais placer mon stop loss là en bas et mon take profit là en haut. Ça veut dire que si le prix touche mon take profit ici, il va toucher donc mon ordre limite qui va être déclenché. J'aurais donc acheté à ce niveau et j'aurais revendu à ce niveau au-dessus et gagné de l'argent. A l'inverse, si le prix chute et touche mon stop loss, qui est situé en dessous, il va déclencher mon ordre stop, qui va être une vente également, et je vais donc perdre la différence. Ok? Ici, j'ai effectué un ordre d'achat, et ici, j'ai effectué un ordre de vente. D'accord? Donc, sur une propre firme ou sur n'importe quel broker, lorsque vous avez par exemple des commissions sur le nombre de lots, admettons que vous avez, comme chez FTMO, vous avez 3 dollars par nombre de lots échangés, eh bien, si vous prenez une position de 1 lot, vous aurez 3 dollars à l'entrée, puisque vous effectuez un ordre d'achat, et 3 dollars à la sortie. Vous avez un total de 6 dollars de commission sur un lot. C'est-à-dire que la commission par lot est appliquée 2 fois, vu qu'il y a 2 ordres. Un ordre d'achat et un ordre de vente. Vous l'avez compris, à l'inverse, si on effectue une vente à ce prix-là, alors on effectuera un achat sur notre stop loss ou un achat sur notre take profit. Et c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant. Parce que nous, en tant que trader, on va souvent placer nos positions de cette manière. On va placer notre stop loss en dessous du dernier lot. Pourquoi? Pour une raison très logique qui est que si le prix vient casser ce dernier lot, c'est certainement qu'il a une intention baissière puisqu'il va créer de la structure baissière. Et donc son prix va certainement continuer à chuter. Et donc pour se protéger et ne pas perdre trop, on accepte de perdre jusqu'à ce niveau, au-delà duquel notre scénario est invalidé, et donc on sort de position. Donc si on a acheté à ce niveau-là, on sort en vente à ce niveau-là. Ok. Seulement, moi je ne suis pas le seul à prendre une position de cette manière. Là, durant la hausse du prix, il y a plein d'autres personnes qui vont se placer de la même manière, en achat ici, avec un stop loss en dessous des derniers lots. Pareil, d'autres acheteurs vont se placer ici, stop loss en dessous, etc. On va donc avoir à ce niveau-là une accumulation d'ordres de stop loss qui sont des ordres de vente, puisque les acteurs du marché qui sont rentrés ici rentrent en achat. Rappelez-vous, pour sortir d'une position acheteuse, il faut vendre. Donc ici, on a une accumulation d'ordres vendeurs. Et ça va être un élément très important à prendre en compte pour comprendre l'intérêt des institutions à venir toucher ces niveaux. Et oui, car les institutions représentent près de 90% des échanges effectués sur EuroUSD et sur
plein d'autres actifs d'ailleurs. La majorité des actifs, ce sont les grandes institutions qui effectuent la majorité des mouvements dessus. Donc les banques centrales, les hedge funds, les fonds d'investissement et les États. Donc il faut comprendre que ces acteurs du marché, ils ont des quantités astronomiques d'ordres à effectuer et à placer chaque jour. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe si une institution met un ordre sur le marché de plusieurs milliards d'un coup? Eh bien, on a des ordres limites qui sont des ordres vendeurs en attente, rappelez-vous, qui ont une certaine quantité. Rappelez-vous le dessin avec les tomates précédemment. Hein, on a seulement 1 kg de tomates disponible ici, 2 kg disponibles ici, 5 disponibles ici, 20 plus haut, etc. Eh bien, si on a un gros acheteur de tomates qui vient d'un coup et qui demande 100 kg de tomates, eh bien, il va seulement en acheter 1 kg au meilleur prix. Et ensuite, le prix va augmenter. Il aura satisfait 3% de sa demande pour l'instant seulement. À 3 euros, à 3,10 €. Ensuite, il achètera les 5 à 3,20 €. Et ainsi de suite jusqu'à avoir épuisé les 100 kilos disponibles au total dans les ordres limites. D'accord? Donc sur le marché, qu'est-ce qui va se passer si un institutionnel met un gros ordre en place à ce prix-là? Eh bien en fait, il va jamais être exécuté totalement à ce prix-là. Il va être exécuté un petit peu à ce prix-là, un petit peu à ce prix-là, puis un petit peu à ce prix-là, puis un petit peu à ce prix-là, puis un petit peu à ce prix-là, et ainsi de suite. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement sur notre graphique? Eh bien, on va avoir une grosse hausse. Tout simplement. Une grosse bougie haussière à ce niveau-là. C'est ce qui va faire bouger le marché. Et donc, on comprend bien qu'en tant qu'institution, on n'a aucun intérêt à mettre un gros ordre comme ça d'un coup sur le marché parce que notre ordre final, il va pas être exécuté au prix initial qui était ici. Il va être exécuté à un prix moyen qui est à peu près là. Donc on comprend très vite que c'est moins intéressant. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est exécuter une partie, on va dire 1% de ma position ici, puis attendre qu'il y ait des nouveaux, des vendeurs qui arrivent et qui me proposent un prix qui m'intéresse pour effectuer un autre pourcent et ainsi de suite, et donc lisser au fur et à mesure mes transactions, au fur et à mesure du temps. Et au lieu de faire bouger le marché et de l'envoyer comme ça à la hausse d'un coup, on va le faire accumuler, tout simplement, en accumulant nos ordres à ce niveau, le niveau d'intérêt. Comprenez? Là, on comprend bien que avoir splitté nos ordres, notre gros ordre ici, en 3 ordres différents, est beaucoup plus intéressant que d'avoir effectué un gros ordre à prix d'achat moyen à ce niveau-là. Ok? Donc les institutions vont toujours splitter leur ordre de manière à avoir les meilleurs prix. D'accord? Et si on reprend ce raisonnement précédemment là, on a une accumulation d'ordres en bas ici là, d'ordres de vente. D'accord? Imaginons que moi je sois une grosse institution et j'ai des milliards à placer sur le marché. Il faut que je trouve des vendeurs. Moi, le prix il est ici là. Le prix il est ici. Moi je veux acheter en masse le marché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas envoyer mes milliards sur le marché comme ça et faire exploser le prix. Non. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est d'attendre que le prix revienne toucher tous ces ordres ici en bas, de manière à remplir mes ordres d'achat en concordance avec ces ordres de vente. En fait, je vais chercher la liquidité vendeuse qui se trouve à ce niveau pour moi effectuer mes ordres d'achat au meilleur prix. C'est pour ça que souvent le marché a tendance à revenir comme ça, prendre les highs et les lows des sessions ou les highs et les lows journaliers pour prendre et récupérer de la liquidité pour ensuite repartir dans le sens inverse. Ici, le 30 septembre, durant la session de New York, on a un lot très clair qui a été effectué à ce niveau. Et on remarque que le lendemain, vers midi, le 1er octobre, qu'est-ce que vient faire le prix? Le prix vient, hop, toucher exactement ce niveau, il vient un petit peu plus bas, récupérer tous les ordres ici de vente qui étaient présents. Ici, il y a plein d'ordres de vente limite
qui sont présents à ce niveau-là. Le marché vient les récupérer ici. Donc là, il faut imaginer que les institutions, elles rentrent massivement en achat à ce niveau-là, puisqu'elles font autant d'ordres de vente qui sont disponibles ici, en limite, elles vont les exécuter en achat. Voilà. Chaque vendeur va trouver son acheteur, ça va être l'institution qui va acheter en masse à ce niveau-là. Pour ensuite envoyer le prix dans l'autre sens, à la hausse. Et en fait, constamment et dans toutes les time frames, il va y avoir comme ça des prises de liquidité qui vont permettre au marché de fluctuer. Ici, si on prend la session asiatique, on a un high ici sur lequel se trouve probablement plein d'ordres. Le marché vient les récupérer pour ensuite partir dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Et le marché va comme ça de liquidité en liquidité. Regardez ici. On a cette liquidité asiatique qui est récupérée ici. Boum, le marché explose dans l'autre sens. Ici, on a cette liquidité de ce high qui est récupéré ici. Et le marché part dans l'autre sens. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le marché fait comme ça tout le temps, des va-et-vient. Il va de liquidité en liquidité. Et en réalité, les institutions utilisent des algorithmes pour découper leur énorme ordre en petites unités afin de les placer de la manière la plus optimale sur le marché. Et ce n'est vraiment pas un hasard, c'est simplement pour maximiser les profits qu'elles vont faire. Donc si on a une tendance qui est haussière, à votre avis, où vont se trouver les liquidités principales? Eh bien, elles vont se trouver au niveau des highs et des lows de la structure. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car lorsque un high ici est cassé par le haut, il y a plein de traders qui achètent le breakout, qui placent leur stop loss sur le dernier low et qui targetent peut-être 1 pour 1, pour 2, peu importe. Et dans l'autre sens, il y a plein de traders qui tradent les retracements. Quand le prix commence comme ça à chuter, ils anticipent un retracement, ils placent leur stop loss sur le dernier high et ils vont targeter un peu plus bas. Voilà, donc il y a comme ça une accumulation d'ordre à ces niveaux durant les différents mouvements de prix avec des stop loss qui sont situés sous les lows et sous les highs. Voilà, donc le marché aura tendance à venir récupérer ses liquidités au niveau des lows pour peut-être continuer encore plus fort sa tendance haussière. Donc une tendance haussière, donc dans une tendance haussière, il peut arriver évidemment qu'il y ait des petits, comme ça, des pullbacks, des prises de liquidités, de manière à envoyer le marché encore plus fort à la hausse. Alors on a vu que les highs et les lows étaient des fortes zones d'intérêt puisqu'ils regroupaient beaucoup d'ordres limites. Nous avons aussi les highs et les lows de session qui vont jouer le même rôle. Ici sur mon graphique, vous voyez différentes couleurs représentant différentes sessions. La session asiatique en bleu, la session de Londres en vert et la session de New York en rouge. Il faut imaginer que durant ces sessions, les traders asiatiques, les traders européens, les traders américains vont injecter de l'argent neuf, de l'argent frais dans le marché. Ils veulent donc eux-mêmes passer des ordres plus ou moins importants sur le marché. Or, on vient de le voir, ils ne veulent pas simplement appuyer sur le bouton acheter ou vendre. Ils veulent splitter leurs ordres afin d'acheter au prix le plus bas et de vendre au prix le plus haut. Pour faire cela, ils vont chercher à récupérer des liquidités qui vont leur permettre de jumeler leurs ordres d'achat avec les ordres de vendeurs disponibles sur le marché, et inversement. C'est pour ça qu'on va souvent voir, durant des sessions, que des liquidités sont récupérées. Regardez ici l'exemple du lundi 29 septembre. La session asiatique démarre, elle monte, la session de Londres consolide, la session de New York vient prendre ses liquidités ici, de la session asiatique et de Londres, pour ensuite engendrer un mouvement dans l'autre sens, vers le bas. Si on continue notre graphique le jour suivant, on voit que la session de Londres vient récupérer le previous daily high qu'on avait effectué la veille, pour se retourner et partir dans l'autre sens. Maintenant que tu as compris comment fonctionnait un ordre
sur le marché, à l'achat ou à la vente, que tu as compris que c'était les acheteurs et les vendeurs agressifs qui faisaient bouger le prix, et que tu as eu une bonne introduction sur le concept de liquidité, qu'on poursuivra dans la partie 3, je te propose dans la prochaine vidéo de s'intéresser à la configuration de TradingView, qui est l'outil essentiel qui va te permettre d'analyser les graphiques. On a parlé dans cette vidéo des différentes sessions. Je te présenterai un indicateur qui va te permettre de les identifier rapidement, et ça va être la base de ton analyse graphique en tant que trader. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'était The Process Trader, merci de m'avoir écouté, ciao.